temps de ces états généraux des festivals d'art urbain. Alors, nous en sommes à notre 4e table ronde et cet après-midi, après avoir parlé, je fais un petit résumé, donc on se remet un peu en route. On a parlé hier de ce que c'était un festival d'art urbain, comment on travaillait dans un festival, en quoi ça accompagnait la professionnalisation des artistes et des organisateurs, organisatrices. Ensuite, on a parlé des liens entre les festivals et les institutions et comment dans un territoire il peut y avoir des artistes, des élus, des opérateurs d'art urbain, en tout cas des organisateurs d'événements culturels autour de l'art urbain, et puis des fonctionnaires territoriaux qui travaillent ensemble et qui ont des vocabulaires, des objectifs différents. On a exploré toutes ces questions et puis ce matin on a plutôt parlé de la place de l'art urbain dans la ville, des lieux de création et des configurations temporelles, spatiales qui permettaient à des formes de création particulières dans l'espace public d'advenir, de se développer. Pour terminer cet état général, ce panorama des festivals d'art urbain, on va s'intéresser maintenant à une thématique qui est apparue en filigrane des 3 premières tables rondes, qui est celle de l'attractivité. On a souvent dit attirer les publics, redynamiser un lieu, faire venir de nouveaux habitants, faire venir de nouveaux usages dans un lieu. Il en était beaucoup question ce matin. Et donc là, cet après-midi, moi j'ai envie de vous inviter avec cette table ronde sur les événements d'art urbain au secours des territoires ruraux. Quels bénéfices et quels impacts. Donc, effectivement, on va parler des territoires ruraux. Moi, j'ai envie de vous inviter à une réflexion un peu plus fine sur la question d'attractivité et réfléchir ensemble à ce que ça veut dire attirer. Donc quels bénéfices, quels impacts. On va parler bien sûr d'autre chose que d'attractivité, mais aussi ça veut dire quoi attirer. Attirer qui? Est-ce qu'on attire des artistes? Est-ce qu'on attire des publics? On attire des visiteurs, des touristes? Est-ce qu'on attire des nouveaux habitants? Est-ce qu'on attire des nouveaux professionnels? Et puis attirer quoi? Est-ce qu'on attire des nouveaux commerces, des nouveaux services? Est-ce qu'on attire des institutions culturelles? Est-ce qu'on attire juste de l'argent? Donc cette question de l'attractivité, elle est multifacette, elle peut désigner plein de choses, et donc à travers la réflexion sur les territoires ruraux en particulier, on va explorer tout ça. Alors autour de la table, nous avons Frédéric Néraud, bonjour. Donc vous êtes président de Tourisme Loiret et vice-président du conseil départemental du Loiret. À côté de vous, il y a Elsa Couronnet, qui est cofondatrice de CISART à Toulouse. Et comment tu m'as dit chargé des relations publiques et partenariats, on avait dit. Et puis Sébastien Lys, qui est là aussi en tant que co-organisateur et qui va nous parler aussi du label Vallée de Festival et des effets que peut avoir un festival comme ça dans un milieu rural. Donc on va aborder à travers vos interventions différents territoires. Alors le Loiret, évidemment, avec Frédéric Néraud et avec Sébastien, et puis l'Est toulousain, avec toi Elsa. Alors ce que je vous propose, vous allez intervenir chacune, mais c'est à chaque fois de nous donner quelques éléments en préambule sur le territoire dont vous parlez, combien il y a d'habitants dans le village ou dans le territoire dont vous parlez. Est-ce que c'est un territoire qui vit plutôt de l'agriculture, de l'industrie, des services? Quel type d'économie qu'il soutient? Et peut-être quel lien il a avec les grandes villes les plus proches? Comment il s'inscrit dans un bassin un peu plus large, pour nous donner juste une idée d'où on parle, parce qu'on ne peut pas toujours tout comparer, et ça serait important d'avoir des éléments de contexte. Sur ce, je te laisse la parole, Elsa, pour nous parler du travail que tu fais dans le village des Varennes. C'est ça. Alors merci beaucoup. On souhaitait, on a eu l'opportunité d'intervenir sur cet accès à la culture pour tous dans les territoires éloignés des métropoles. Alors pour ma part, moi je viens de territoires ruraux, donc je travaille maintenant dans l'art urbain, surtout dans les grandes métropoles, mais il était important pour moi aussi, et c'est ce qui avait créé aussi un lien avec Sébastien quand on s'était rencontrés, c'était aussi cette envie d'amener nos pratiques dans un territoire qui nous tient à cœur, un territoire qui nous a vu grandir, dans lequel on a aussi expérimenté diverses choses, et d'y revenir avec ce qu'on avait pu découvrir par la suite. Donc avec l'association CISART, on a souhaité commencer à intervenir, à monter des projets dans les territoires ruraux, notamment dans ce petit village des Varennes que je connais particulièrement bien et que j'affectionne. C'est un tout petit village de moins de 350 habitants qui est situé en bord d'une grande nationale, à la limite d'une intercommunalité dans le territoire du Lauragais.
C'est un village où j'ai vécu longtemps et où j'ai pu faire plusieurs constats par expérimentation. Effectivement, déjà qu'il y avait une offre culturelle qui allait exister au gré finalement des bénévoles vivant dans le village qui allaient amener leurs propres pratiques, mais que ces pratiques-là, au fur et à mesure des déménagements, au fur et à mesure de l'évolution de la vie, allaient s'arrêter parce que faute de reprise derrière, d'une nouvelle impulsion, etc. Donc il y avait vraiment cette envie de revenir, et puis il y avait aussi le constat que quand on est dans un village qui est mal desservi, ne serait-ce que par les transports en commun pour les usagers, quand on est avec une population qui est au fur et à mesure vieillissante, parce que les jeunes vont faire des études loin, ne reviennent pas forcément dans les territoires vraiment ruraux tels que celui-ci. S'il n'y a pas de proposition, finalement, il n'y aura pas de redensification de ce territoire. On va se retrouver toujours sur de l'entre-deux, avec de la jeunesse qui va partir, avec des parents qui vont s'éloigner de plus en plus pour aller répondre aux besoins des jeunes, et que dans ces populations-là, toutes les personnes qui sont en situation de handicap, finalement, ne pourront pas aller avoir un accès à cette culture, et notamment à des cultures un peu plus dites nouvelles, même si elles ne sont pas jeunes, comme on en discutait tout à l'heure, mais qui sont plus récentes en termes d'impact sur un territoire où ça n'avait pas été forcément trop développé. Donc on a pris contact avec la mairie des Varennes en 2019 pour pouvoir justement expliciter un petit peu notre approche, notre envie, et surtout établir un rapport d'intelligence entre ce qui pouvait être mis en place, c'est-à-dire que créer une manifestation d'art urbain dans un village de cette taille-là, c'est quelque chose qui est vraiment très peu fait, voire pas fait. Mais surtout avec la prise en compte vraiment de tous les enjeux du territoire, c'est-à-dire un petit village où il n'y a pas de commerce. La force économique va reposer essentiellement sur un château qui fait partie du patrimoine historique et qui est dans son utilisation privée, finalement loué pour des mariages, des séminaires, donc qui va quand même mettre une force attractive du village, avec quelques événements ponctuels par le comité des fêtes. Et donc l'idée, c'était aussi, nous, d'amener notre expertise en termes d'art urbain, mon expertise peut-être un petit peu plus personnelle sur l'accès à la culture pour tous, étant donné que je viens du secteur médico-social. Donc c'est vraiment quelque chose pour moi qui est extrêmement important aussi dans l'impact que peut avoir l'art urbain et l'art tout court en général. Et aussi les enjeux du village derrière, qui pourraient, par la manifestation, les fresques réalisées, finalement continuer à dynamiser le territoire, continuer à dynamiser le village par des visites, par de la médiation culturelle qui sera alors, telle qu'on l'avait imaginé, reprise par le comité des fêtes ou par des entités qui pourraient se créer suite à ça. Dans ce cadre-là, on avait eu l'occasion d'échanger avec le conseil départemental, donc c'est un village qui est limitrophe en fait sur 2 intercommunalités, donc avec des personnes de l'intercommunalité. Et on s'est vite rendu compte qu'il y avait des enjeux aussi un petit peu plus loin en termes d'attractivité du territoire, parce qu'effectivement ça permettra à l'Office du tourisme de pouvoir faire d'autres propositions, mais qu'il y avait également des limites, dans le sens que une intercommunalité n'a pas forcément de personnes référentes culturelles. Donc quand il n'y a pas de personnes référentes culturelles, on va du coup partir sur la personne la plus proche qui pourrait donner une écoute à notre projet, et souvent c'est l'attractivité. Donc finalement, le lien se crée de manière assez logique. Donc c'est un projet qui n'a pas pu pour l'instant aboutir, étant donné que les délibérations pour l'accès ont été faites en décembre 2019. Donc depuis, il y a aussi une crise sanitaire qui nous oblige à revoir tout ce qu'on souhaiterait mettre en place. On est sur l'art urbain, mais on est aussi sur accueillir beaucoup de public. C'est un petit territoire, donc ça demande du temps, effectivement. Et puis il y a aussi d'autres préoccupations de part et d'autre pour pouvoir le mettre en place. Mais la réflexion globale, elle a vraiment commencé à s'amorcer en rencontrant des personnes du conseil départemental, en rencontrant des offices du tourisme, en rencontrant diverses personnes impliquées sur toute cette zone qu'est le Lauragais, où donc il y a diverses intercommunalités de communes, il y a la région, il y a le conseil départemental, il y a un PETR pas très loin. Et finalement, le projet a pris de PETR. Je vous remercie. Je l'avais pas loin, mais je l'avais pas tout à fait. Pool d'équilibre
l'équilibre territorial et rural. Et finalement, de ce projet, qui était un projet un petit peu personnel, avec une envie personnelle, ce projet il s'est étendu parce qu'au fur et à mesure des rencontres, on a pu se rendre compte qu'il y avait en fait quand même une écoute de la part des différents acteurs du territoire qui intervenaient, qu'il y avait une écoute des différents acteurs culturels, donc il y avait des écoutes institutionnelles, culturelles, en termes d'attractivité, en termes de développement commercial aussi pour peut-être des petites entités qui pourraient finalement se monter au sein même des différents endroits où on pourrait intervenir. Donc ça a pris une dimension vraiment autre et on est parti d'un aspect social qui était, pour ma part, le fondement même, c'était ramener de la culture dans un village et que les personnes en situation éloignées géographiquement par manque de moyens financiers ou par empêchement physique, de par un handicap, puissent avoir accès à la culture, à une dimension tout autre où tout le monde semble y trouver son équilibre, en tout cas au terme embryonnaire de la réflexion. Voilà, donc c'est quelque chose qui est assez intéressant parce que finalement le projet, mais au fur et à mesure des rencontres, est en train de prendre des points d'ancrage ailleurs et se fera sans doute néanmoins en Varennes, mais aura vraiment une dimension qui va devenir peut-être un peu plus large sur l'aspect total du territoire. Est-ce que, pour nous en dire un peu plus, donc c'est né en 2019, oui. Qu'est-ce qui va être fait concrètement? C'est quoi l'art urbain qui va arriver dans ce village? Qui va arriver dans ce village. Alors concrètement, pour l'instant, on a dû vraiment, comme je l'expliquais avec les conditions sanitaires, mettre à frein. On est sur un projet embryonnaire qui arrive. Donc déjà, ça nécessite beaucoup de temps et d'investissement humain, de relationnel pour faire entrer cette idée-là. Voilà, les différents freins qui ont été donc des freins sanitaires, des freins financiers également, nous obligent à reporter un petit peu le projet, mais néanmoins avec notamment 2 artistes avec qui on avait initié, parce qu'on avait choisi aussi de travailler avec 2 artistes locaux qui connaissent bien justement tout ce secteur, de partir sur la valorisation d'autres projets à côté, notamment là je pense au Canal du Midi. On est sur un territoire où il y a aussi un aspect non négligeable qui est le Canal du Midi, qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et qui est une des forces finalement de ce territoire-là en termes d'attractivité. Donc on est en train d'entremêler plusieurs projets pour le dimensionner de manière plus globale. Mais alors pour reposer la question, excuse-moi, mais vous allez faire quoi? Vous allez faire des fresques? Alors, vous allez faire... Ah oui, pardon, excusez-moi. Donc oui, l'idée c'est vraiment de faire des fresques dans le village. Donc petit village, mais finalement où il y a relativement beaucoup de murs potentiellement à faire. Hier ou ce matin, tu parlais d'une église. Donc il y a une église effectivement qui est peu utilisée, hormis les mariages et les cérémonies un petit peu moins festives, qui est en gestion mixte entre la mairie et l'archevêché, je pense. Il y avait aussi cette idée de réinvestir en fait ce patrimoine local-là pour le mettre en lumière, pour que les gens puissent venir le découvrir. C'est une usine qui a été une église qui a été rénovée il y a peu de temps, mais où finalement les gens l'investissent relativement peu. Donc il y avait aussi cette prise en compte-là. Alors le rêve évidemment de toute personne est d'aller faire des fresques magnifiques telles au Pudart à la Nera en Espagne. C'est pas forcément possible. Néanmoins, on peut y faire des expositions, on peut y accueillir des manifestations musicales. On peut y accueillir de la médiation culturelle. Donc il y avait vraiment l'envie d'utiliser tout le village avec l'aspect, et de faire marcher l'économie du village avec l'aspect d'accueil dans le lieu du château pour pouvoir y faire de la manifestation un petit peu plus, peut-être un peu plus large dans les termes des cultures urbaines, mais avec de la danse, avec de la musique. Et puis des fresques dans le village avec pendant toute la période de réalisation de la médiation culturelle adaptée, mais adapté à tout type de public. Voilà, vraiment d'ouvrir au maximum les accès, que ce soit en termes physiques et en termes d'accessibilité sur l'explication artistique. Merci beaucoup Elsa pour cette présentation. On va continuer le tour d'horizon et puis je pense que ça va faire écho à ce qui va être raconté par Sébastien Alice et Frédéric Néré. Néraud, pardon. Je vous laisse la parole, Monsieur Néraud, pour nous présenter peut-être à la fois les grandes caractéristiques du département du Loiret et puis la place d'un projet comme le label Valette Festival sur votre territoire. Bien, bonjour à tous.
peut-être plutôt que de vous parler du Loiret, qui est un département qui, enfin comme d'ailleurs beaucoup de départements, qui est très composite, je vous parlerai peut-être plutôt du territoire dans lequel nous sommes situés, et qui a d'ailleurs un statut de PETR, c'est pour ça que je connais bien le terme, et que chez nous donc on appelle le Gâtinais Montargois, sachant que le département du Loiret, comme je vous le disais, n'est pas un département homogène. Déjà, bon, la métropole orléanaise à elle seule, enfin il peut y avoir un parallèle avec la Haute-Garonne, elle fait plus de la moitié enfin environ la moitié de la population du département. Pour le territoire du Gâtinais Montargois, c'est-à-dire en fait, le bassin de vie de Montargis, fait environ 130 000 habitants sur à peu près 700 000 que compte le département. On peut dire que c'est le deuxième bassin de vie après le grand bassin autour d'Orléans. Alors c'est un territoire qui est en fait mi-rural, mi-urbain, puisque on peut dire que les 138 000 habitants, ils se partagent entre une grosse moitié dans les territoires ruraux qui environnent l'agglomération montargoise et la petite moitié, évidemment, à l'inverse, dans l'agglomération. Sur le plan économique, c'est un territoire qui a toujours été mixte. Il y a une industrie ancienne, hein, par exemple, Chinson à Chalette est présent depuis le XVIIIe siècle. Hein. Il y a eu, fort heureusement, des implantations après au fil de l'histoire, mais quand même une tradition industrielle, mais coexistant avec également une tradition agricole assez forte. Alors plus on va de l'est vers l'ouest, plus la terre devient riche. Hein. On parle toujours du Gâtinais de l'Est, Gâtinais pauvre, qui est un territoire dont la terre n'est pas très riche. Après, le Gâtinais de l'Ouest fait la transition avec la Beauce. Mais en tout cas, il y a toujours eu cette mixité économique et puis une position géographique qui est particulière, hein, puisque, et c'est, je dirais d'ailleurs un peu un atout et puis une difficulté pour ce territoire, c'est qu'il est pris en quelque sorte en sandwich, si on peut dire, entre d'un côté la région parisienne, qui est plus proche, hein, par l'autoroute A6 ou par le train, on est 1 heure de Paris, avec tout ce que ça suppose en termes de force d'attraction, etc. Et puis l'agglomération orléanaise, qui a le statut métropolitain depuis plusieurs années, qui a connu un développement économique et démographique plus rapide que les autres parties du département. Donc, bon, moi je suis de ceux qui ont toujours considéré qu'il fallait considérer cela comme un atout et pas comme un handicap. D'ailleurs, on ne peut rien contre la géographie. Hein. On est situé là où on est. Passer son temps à se plaindre qu'on est trop près de Paris ou trop loin d'Orléans, etc., c'est pas ça qui peut faire avancer un territoire. Alors, par rapport au sujet qui nous réunit aujourd'hui, moi je voudrais déjà réagir un peu, mais de façon très positive par rapport au titre. Bon, je pense que les situations des territoires ruraux sont très très différentes, je dirais justement d'un territoire à l'autre. Hein. On a des situations très contrastées. Pour moi, dans le Gâtinais, aujourd'hui, on ne peut plus parler de désert. J'ai connu le désert, bien que n'ayant pas un âge canonique, je suis élu depuis quand même un certain nombre d'années. Je me souviens que à la fin des années 80, même encore début des années 90, on aurait pu parler de désert, de quasi-désert, parce qu'il y avait relativement peu d'activités, que ce soit dans le domaine de la musique, que ce soit dans le domaine du théâtre. Bon, il y avait quelques expositions de peinture ici ou là, mais il faut reconnaître que ça n'allait pas très loin. Mais en revanche, on a vécu, on peut le dire, une véritable petite révolution en 20 ans. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je ne pourrais pas parler de désert pour un territoire comme celui-ci. On a vu éclore énormément d'initiatives avec une offre de plus en plus importante et de plus en plus diversifiée. Bon, on est le week-end où se déroulait Musicaire à Montargis. Bon, ben, Musicaire, c'était la 18e édition, vous voyez, ça correspond à peu près avec ce que je vous dis. On pourrait parler aussi de Quatre Vallées en musique autour de Patrice Fontana-Rosa dans le secteur de Ferrières-en-Gâtinais. Tout ce qui s'est fait aussi à Amilly dans le domaine culturel, hein, qui est assez considérable, dans le domaine des arts plastiques.
On pourrait parler aussi de l'action d'un cinéma associatif, le Vox de Châteaurnard, sur un territoire qui est maintenant de plus en plus étendu. On a véritablement assisté à un bouillonnement d'initiatives depuis une dizaine d'années. Je pense aussi par exemple au Festival des Insensés à Châtillon-Coligny, un projet par exemple qui est en train de voir le jour actuellement au relais de poste de Fontenay, amené à devenir plus tard un centre culturel, et là vraiment en pleine ruralité. Donc de plus en plus de porteurs de projets et une vraie dynamique. Et alors, bon, moi je considère que le mérite en revient toujours aux porteurs de projets parce que c'est eux qui ont l'idée, mais c'est là où généralement les collectivités publiques interviennent. Les idées, pour se concrétiser, ont en général besoin d'un accueil favorable ou d'un soutien, et il est vrai que les collectivités territoriales dans notre département ont aussi beaucoup fait évoluer leur politique au cours on va dire des 20 dernières années, et avec une implication quand même de plus en plus forte dans le domaine culturel. Alors, je serais tenté de dire que le premier échelon, c'est bien sûr la commune. Bon, la commune, en général, elle va mettre à disposition, pas toujours, hein, des fois c'est pas nécessaire, mais dans certains cas, elle va mettre à disposition des infrastructures, elle va jouer le rôle de facilitatrice. La région, qui a mis sur pied une politique de projets artistiques et culturels de territoire qui permet de soutenir beaucoup d'initiatives, le département avec le fonds d'accompagnement culturel aux communes, l'Union européenne avec le programme LEADER, hein, dont a bénéficié le festival La Belle Valette. Il y a vraiment eu, de la part des collectivités, une implication croissante. Alors bon, bien sûr, elle n'est jamais perçue comme étant suffisante, mais quand on compare ce qui se fait aujourd'hui avec ce qui se faisait il y a un certain nombre d'années, on voit quand même que les collectivités ont vraiment pris ce cap. Alors, c'est pas pour après avoir décerné quelques bons points attribuer un bonnet d'âne, hein, mais néanmoins, moi personnellement, ce que je regrette, mais je pense qu'il y a beaucoup d'élus qui s'associeraient à mon propos, c'est que malheureusement, et là, quels que soient les gouvernements, hein, c'est pas une question liée au gouvernement en place ou au précédent, mais malheureusement, l'État est très souvent absent. Hein, et quand je dis l'État, c'est au travers des DRAC, parce que je sais que s'il y avait un représentant de la DRAC, il serait sans doute très choqué en me disant que j'ignore beaucoup de choses, mais enfin, ce que je constate, c'est que la plupart des initiatives qui se sont développées dans notre territoire au cours des 20 dernières années ont été relativement peu soutenues, voire pas soutenues du tout par l'État, qui a préféré concentrer ses efforts sur les parties les plus urbaines du territoire. Et là, je crois vraiment que ça ne relève pas du procès d'intention, ça pourrait se vérifier facilement, manifestation par manifestation. Mais en tout cas, donc moi c'est ce que je retiens principalement, c'est qu'il y a vraiment eu une dynamique et des territoires qui bougent de plus en plus sur le plan culturel. Alors, comment est-ce qu'il faut percevoir dans ce contexte-là le développement des arts urbains? Bien, moi je crois non pas comme les arts urbains sauvant le territoire du désert, mais comme créant une nouvelle offre culturelle, une nouvelle étape en quelque sorte dans l'offre culturelle du territoire. Et en cela, c'est important parce que ça permet d'apporter un renouvellement, enfin j'aurai l'occasion d'y revenir, et puis ça s'inscrit bien, encore une fois, dans la dynamique dont je parlais tout à l'heure. Alors, comme toujours, c'est un processus qui, comment dire, n'est pas linéaire, elle ne se déroule pas forcément de façon idyllique. Hein. Le festival est un bel exemple dans ce domaine. Bon, au début, c'est vrai qu'il peut y avoir, et il y a, des incompréhensions, il y a des appréhensions aussi, voire des tensions, dans la mesure où ce sont des territoires qui n'ont pas été préparés. Il faut être clair, hein, quand on est à Pressigny-les-Pins et qu'on voit débarquer le festival de la Belle Valette, bon, moi j'ai toujours trouvé des circonstances atténuantes aux élus en disant, bon, ben, il faut quand même le temps qui s'approprie au sens positif du terme le concept, qui voit aussi des artisans à l'épreuve et qu'après ils révisent leur jugement. Et c'est toujours ce qui se passe. Et en l'occurrence,
c'est ce qui s'est passé, puisqu'il y a quand même eu en relativement peu de temps une évolution quand même à 360 degrés quasiment de la part de la commune. Bon, moi je crois qu'il y a plusieurs raisons qui y contribuent. D'abord, les responsables, je ne dis pas ça pour être agréable à Sébastien Lys et à son collègue Mathieu, mais c'est vrai qu'ils ont fait preuve de beaucoup de ténacité, de diplomatie aussi, pour ne pas prendre ce genre de sujet de façon frontale. Il faut plutôt essayer de convaincre plutôt que de s'indigner. Et je crois que c'est tout à fait ce qu'ils ont fait. Donc, et puis progressivement créer un climat de confiance. Et puis je crois que c'est un point qui est très important. Il faut aussi, à partir du moment où l'art est qualifié d'urbain, par définition, il n'est pas rural. Hein. Ou alors, bon. Et il arrive en territoire rural. Donc ça veut dire qu'il faut nécessairement que l'un fasse un pas vers l'autre. Il faut que ceux qu'on va qualifier de ruraux acceptent l'arrivée de cet art sur leur territoire, mais en même temps, il faut éviter, et c'est toute l'intelligence de ce qui a été fait à la Belle-Valette, de plaquer en quelque sorte quelque chose de la ville, de singer en quelque sorte la ville à la campagne, qui serait complètement ridicule et qui ne passerait pas. Et je crois que ce qui en l'occurrence a été apprécié et a favorisé une forme d'appropriation par le territoire, c'est la place faite à ce territoire lui-même. C'est-à-dire que, encore une fois, ce n'est pas une transposition, c'est un événement d'art urbain qui respecte l'identité du territoire rural, et d'ailleurs on le voit, puisqu'il y a maintenant chaque année un village gâtinais avec des producteurs locaux. Il y a d'autres initiatives qui sont prises pour valoriser ce territoire, et du coup ça ne peut que favoriser cette intégration de l'événement dans le territoire qui l'accueille. Et peu à peu, les acteurs locaux, bien, même si au départ ils en étaient un peu éloignés, eh bien, ils acquièrent nécessairement une forme de fierté après. Parce que je me souviens que quand le festival est passé dans la revue National Geographic, bon, c'est quand même très valorisant pour un territoire comme le nôtre. Je ne pense pas qu'on ait beaucoup parlé du Gâtinais dans la revue National Geographic ou dans les périodes précédentes. Alors, je voulais dire un mot pour terminer par rapport au tourisme, hein, puisque c'est un sujet qui me semble important. Tout à l'heure, vous parliez d'attractivité. Moi, je crois que l'arrivée des arts urbains dans des territoires comme les nôtres, il contribue à son attractivité, parce qu'il donne l'image d'un territoire qui a ses atouts traditionnels, ses paysages, son patrimoine, une forme de qualité de vie, etc., mais en même temps donne l'image d'un territoire qui sait évoluer, qui sait s'inscrire, disons, dans un mouvement et qui ne reste pas figé en quelque sorte dans des traditions. Et vu la position géographique dont je parlais tout à l'heure, nous, notre principal vivier de clientèle touristique, c'est la région parisienne. Hein. Donc, les franciliens qui viennent chez nous, ils ne viennent pas pour retrouver ce qu'ils connaissent toute la semaine, mais par contre, ils aiment bien retrouver dans un environnement qui leur apporte le calme, la beauté, etc., mais en même temps d'avoir un certain nombre de repères. Et en cela, je crois que c'est vraiment un élément par rapport à cette clientèle qui pratique aujourd'hui ce qu'on appelle le slow tourisme. C'est un élément qui est assez important. Le deuxième point en matière touristique sur lequel je voudrais insister, je parlais tout à l'heure de fierté pour les habitants. Nous, on est dans un territoire qui pendant longtemps n'a pas eu d'identité touristique. L'identité touristique, elle se façonne, je dirais, au fil des ans, et le regard a évolué. Avant, si on avait parlé de tourisme dans le Gâtinais, on nous aurait dit, et on disait, du tourisme ici, vous n'y pensez pas, qu'est-ce qu'il y a à voir, il n'y a pas de grand château, il n'y a pas de cathédrale, etc., il n'y a pas la mer, il n'y a pas la montagne, etc. Bon, peu à peu, les habitants se rendent compte qu'on a en fait beaucoup de richesses, et cet apport supplémentaire, en voyant quand même qu'on en parle ailleurs, que ce sont des événements qui acquièrent une notoriété de plus en plus forte, je crois que ça donne encore plus confiance aux habitants à leur territoire, et c'est indispensable à toute politique touristique. L'apport économique, il est évident, donc j'en parle même pas, il est évident
que des manifestations comme le festival La Belle Valette ont des retombées économiques qui sont réelles. Mais, et c'est par là que je conclurai, ce qui est vraiment assez formidable et prometteur pour l'avenir, c'est qu'on est parti finalement d'un festival à Pressigny-les-Pins et on est entré dans une forme d'irrigation du territoire par de plus en plus d'initiatives qui se prennent dans des communes. Il y a une fresque qui sera bientôt inaugurée à Châtillon-Coligny. Il y a de plus en plus de communes qui se montrent intéressées par le street art et qui font acte de volontariat. Et c'est ça qui est formidable, parce qu'à la limite, si ça restait cantonné dans un seul lieu, bon, on pourrait dire c'est bien, c'est un bel événement, mais quel est l'impact pour le développement du territoire? Tandis que là, on voit qu'il y a une forme d'essaimage, et en plus, si je puis dire cerise sur le gâteau, qui vient conforter parfois les grands axes de la politique touristique qu'on mène au département. Par exemple, on a créé il y a 2 ans une route de la Rose qui traverse le département d'est en ouest en montant par le nord. La fresque qui a été conçue à Châtillon-Coligny est en référence directe avec la route de la Rose, que la ville soit intégrée. Donc on voit que tout ça, vraiment, ça crée des synergies et de plus en plus d'initiatives, et je crois que c'est ça qui est vraiment intéressant en termes de développement. Merci beaucoup pour cette présentation à la fois du territoire et puis de l'inscription de l'art urbain dans ces stratégies de développement touristique particulièrement portées par le département. Je pense que ça serait un film que j'aimerais tirer par la suite. On a beaucoup parlé des villes et des intercommunalités. On a parlé de l'absence des DRAC. Vous n'êtes pas le premier, enfin, de l'absence relative, mais en tout cas, vous n'êtes pas le premier à dire. Mais là, il y a aussi le rôle du département et notamment les schémas directeurs touristiques qui viennent accompagner ces projets-là. On en reparlera tout à l'heure. Sébastien, je te laisse présenter de ton point de vue le sens du label Valette Festival dans un territoire comme celui du Gâtinais. Déjà, je remercie Frédéric pour sa vision et son point de vue sur la chose. Je partage, je pense, 99% de son opinion et je pense de son attachement au territoire. Pour en revenir à ce que nous on a fait comme constat en fait avec Mathieu sur ce territoire qu'on aime, et c'est pour ça qu'on est revenu ici. Et pourquoi dans le titre on a dit au secours, c'est parce qu'on a été témoin, en tout cas ma génération, de ce que j'appelle un petit peu une disparition progressive de l'âme de certains villages. J'ai un village de 490 habitants avec une riche histoire et j'en suis très fier, mais voilà, j'ai été aussi le dernier de ma génération à être écolé dans ce village. J'appelle ça la réorganisation des services publics, avec aussi une offre de commerce qui se sont réduits. Et mine de rien, même s'il y a un avènement des réseaux sociaux, je sais qu'il y a aussi un isolement de plus en plus dur de ces publics qui habitent dans ces territoires ruraux pour certains. Et comme déjà indiqué précédemment, aussi le patrimoine que nous on estime en danger, et ces habitants qui ont peu ou pas d'attachement, comme le disait Frédéric, par rapport au territoire, ou tout du moins aucune fierté de dire je viens d'ici. Alors pour nous, avec Mathieu et avec toute l'équipe du festival, c'est arrivé comme ça, hein. On a vu le château, ça a rappelé des souvenirs d'enfance, et le projet s'est lancé, mais la culture urbaine, c'était une évidence parce que pour nous c'est un peu une culture pour tous, c'est celle avec laquelle on a grandi, avec laquelle on était confrontés dès la plus jeune enfance, l'adolescence, les études, le trajet pour aller sur le travail. C'est une culture et un mouvement artistique qui nous est tellement familier que c'est parfois comme des habitudes, on n'en fait plus trop attention. Mais voilà, il est proche de nous. Et nous, on s'est identifié à ce mouvement et on s'est dit pourquoi pas, en tout cas, l'amener dans le territoire qui nous a vu naître. Et comme l'a très bien dit Frédéric, pas l'adapter, mais le faire partager aux habitants et en fait qu'ils s'identifient à ce qu'on propose avec les artistes, avec ce projet sur le territoire. Et en fait, le résultat, il a été très mitigé au début, mais à force d'échanges, à force de travail avec les différentes collectivités, avec les différents acteurs du territoire, il y a une vraie émulation, si je peux me permettre le terme, qui s'est créée autour de ce projet. Et l'exemple le plus
plus simple. C'est pas l'année dernière, on a fait les fresques à la chaussée au quartier de Montargis, et on avait une dame âgée de ce quartier-là qui nous disait que c'était la première fois qu'elle se sentait fière de dire qu'elle habitait à la chaussée. Parce que voilà, il y avait eu ces fresques qui avaient été réalisées. Elle était heureuse aussi qu'il y ait des gens en fait, qui prêtent attention d'une autre manière, c'est-à-dire pas d'un point de vue on va vous aider socialement, on va faire tout ce qui est, on va dire, d'accompagnement auprès de ces personnes-là, mais vraiment d'une autre manière, avec ce cadeau entre guillemets artistique, où en fait on leur demande pas, il n'y a pas de pitié envers eux, quoi. C'est pas ça, c'est juste on arrive, on va amener de la couleur, on va amener de la vie, et aussi on va amener une nouvelle façon de regarder le territoire. Et c'est ce genre de témoignage pour nous qui est en fait les premières grandes victoires, c'est quand ces personnes-là nous disent voilà, on est fiers de ça, et quand on est fiers, on en parle, et quand on en parle, bah forcément ça attire un nouveau public, un nouveau type de touristes, et de tourisme aussi, où là l'idée c'est d'associer toute la richesse qu'on voit sur cette carte, c'est-à-dire un nombre de bâtiments avec une histoire, avec une identité qui, en fait, cette identité méconnue du territoire qu'on veut valoriser et qui pour nous est complètement complémentaire de cette touche, on va dire, un petit peu plus récente qu'on apporte et qui en fait n'est que pour associer les différents acteurs du territoire pour donner en fait plus de visibilité aux Gâtinais, en tout cas par rapport à ça. Je reviens un petit peu mes notes par rapport à tout ça. D'un point de vue économique, aussi pourquoi on parlait pourquoi on insiste là-dessus, c'est que par exemple il y a certaines personnes qui organisent des événements disent qu'elles ont directement un impact économique sur le festival. Quand on invite énormément d'artistes comme nous, sur 5 mois avec des bénévoles présents quasiment 7 jours sur 7 sur le site, on peut parler aussi de retombées économiques significatives. L'année dernière, c'était un budget de 200 000 € pour l'ensemble du projet. Et on a dépensé, en tout cas, 80% de ce budget-là sur le territoire directement, avec par exemple la technique qui vient de Briare, avec le service de sécurité qui vient de Gien, avec un abonnement chez la boulangère où on prend 10 baguettes par jour pendant 5 mois, donc mine de rien, ça lui fait quand même une nouvelle rentrée d'argent, avec le fait d'amener les artistes ou même les intervenants comme ceux qui sont présents aujourd'hui dans la ville de Montargis pour boire une bière, pour leur faire aussi découvrir ce patrimoine, parce que l'idée c'est pas que de parler de street art et d'art urbain, mais aussi de leur montrer qu'il y a d'autres atouts sur le territoire. Tout ça c'est un système d'écoulement en fait que moi je trouve vertueux et qui amène aussi les gens à se dire on n'est pas ici de manière nocive en fait, on accompagne, on contribue à une échelle vraiment micro-locale, mais c'est déjà ça en tout cas améliorer l'attractivité du territoire. Je pense que c'est aussi redonner ce supplément d'âme à nos communes et à nos villages qui sont très très ruraux, et le fait d'amener des fresques un petit peu partout en lien avec l'histoire du lieu, en lien avec une identité qu'on veut partager avec le public, c'est aussi ça je pense qui fait la force de ce projet, qui fait qu'on s'identifie en fait et que les gens s'identifient à nos actions. Après, c'est pas quelque chose qu'on peut faire tout seul, c'est pour ça que c'est encore une fois important d'être dans la concertation et dans l'échange, comme disait Frédéric Nero, même si on a eu des débuts très difficiles avec l'ancienne mairie du village, et avec les élections il y a eu une nouvelle équipe municipale qui s'est mise en place et ça a vraiment facilité les choses, et au-delà de ça, que ça soit la région, le département, avec des couleurs politiques, on peut dire différentes, on est tous d'accord sur quelque chose, c'est que les gens avec qui on travaille, en tout cas on a la chance maintenant et depuis 3 ans sur ce territoire, ce sont des personnes qui sont amoureuses du territoire et qui sont attachées au territoire, et du coup au-delà des clivages politiques, de la région au département, passant par la Comcom et la commune, tout le monde tire la couverture du même côté. Et ça c'est quelque chose qui est suffisamment rare, parce que j'ai travaillé dans une grosse collectivité il y a encore quelques mois, pour savoir que même s'ils sont de la même couleur politique, des personnes veulent parfois tirer la couverture de leur côté. Et un travail d'équipe, ça fait du bien parce que ça avance vite, ça avance bien.
on peut se projeter sur d'autres projets pour l'avenir, et en fait on travaille en confiance, c'est-à-dire qu'on sait quelle est la place de chacun dans cet organigramme, où on peut bénéficier par exemple du savoir-faire de Tourisme Loré pour nous accompagner justement sur tous ces artisans locaux qu'on aime découvrir et qu'on aime valoriser pendant le festival, autant que la communauté de communes qui, elle, nous aide vraiment sur des événements au plus proche du festival. Et ça, c'est plein de facteurs qui sont importants, et je pense qu'on ne peut pas séparer si on veut à terme avoir un projet qui soit sur du long terme comme ça. Merci beaucoup Sébastien. Alors est-ce que déjà vous avez des réactions entre vous ou des réactions dans la salle? Moi, j'ai tout un tas de questions à vous poser pour approfondir certains points. Et, oui. Moi j'ai une phrase en fait, ce que j'aime bien dans la Belle Valette Festival, c'est comment je vais dire ça, c'est qu'on retrouve la notion de service de la fonction territoriale en fait. Et elle est vraiment au service du territoire et du citoyen, et ça fait vraiment plaisir. Nous dans le sud c'est vraiment un peu moins ça. Après, je pense que... Et je pense qu'on va déménager. Je pense que on est vraiment un territoire qui... Enfin, on a trop souffert dans le passé, il y a eu trop de choses faites pour améliorer justement l'offre culturelle, que ça serait dommage de commencer directement maintenant à se tirer dans les pieds alors qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, et on a un potentiel pour moi touristique, d'attractivité qui est juste énorme. Et on partage la même vision avec Frédéric et avec David, c'est-à-dire qu'ici on a vraiment, pas tout à construire, mais tout à développer, et on a une offre touristique qui est de qualité indéniable, avec des acteurs, des artisans et des entrepreneurs qui sont motivés pour en fait porter tout le monde vers le haut. Et nous on n'a pas le choix, c'est-à-dire qu'on n'a pas votre qualité de climat, on n'a pas la montagne, on n'a rien, enfin on n'a rien. On n'a pas grand-chose, et avec ce qu'on a, pas grand-chose de connu. Et avec ce qu'on a, on voudrait le faire mieux connaître pour en fait montrer que le Gâtinais c'est une magnifique région avec des trésors cachés. Ça c'est un autre sujet, je vais pas en parler, sinon je pourrais commencer. Je crois qu'il y a quelque chose qui est important dans ce que vous disiez, dans ce qu'on ressent, ou dans ce que tu dis, c'est la passion d'un territoire. Et ça, je pense que c'est ça qui porte et qui va faire que ce type de projet, ce beau projet que vous avez, finalement, qui devient un projet commun, parce que c'est la force qui rassemble tout le monde. On sent la passion pour un territoire, on sent l'ouverture pour que ce territoire il soit valorisé par justement les porteurs de projets. Vous avez dit quelque chose qui est très très beau, qui m'a beaucoup plu. Vous avez parlé d'essaimage, vous avez parlé d'irrigation. C'est-à-dire qu'il y a une sémantique qui est adaptée à un territoire qui est plutôt rural, agricole, mais finalement qu'on va retrouver parce que nous, l'association CISART, on se décrit comme pollinisateur culturel. C'est-à-dire que quand on se dit que quand on arrive sur un projet dans un territoire, on va prendre le contexte entièrement en question. Et on ressent toi aussi, Seb, dans voilà, toute la passion que tu mets, en fait, valorise le territoire, valorise le projet, et ça fédère autour de ça. Et ça trouve des points d'ancrage dans l'individu, en fait. C'est-à-dire qu'au-delà de la fonction, il y a aussi l'individu derrière qui va porter la fonction, qui va porter le projet global. C'est mon ressenti. Donc là, on se situe dans une réflexion sur un peu l'itinérance de la culture. C'est quelque chose que vous avez tout à l'heure, M. Nero, évoqué du festival de cinéma. C'est quelque chose qui se développe autour des festivals de cinéma, les festivals d'art dans l'espace public aussi, qui sont plutôt circassiens, danse, théâtre de rue, qui travaillent aussi beaucoup avec les territoires ruraux et l'art urbain, et aussi une esthétique qui peut travailler comme ça en essaimage justement avec différents villages, différentes villes de taille moyenne, et créer à l'échelle d'un bassin de vie. Et c'est ça qui est très intéressant dans votre intervention. Vous avez parlé du département, c'est-à-dire qu'il y a les collectivités, les limites des communes, des intercos, des départements, mais qui ne font pas forcément sens en termes de bassin de vie. Et donc là, il y a cette idée qu'on peut tisser quelque chose sur le bassin de vie. À une époque, il y avait les pays qui existaient et qui soutenaient bien ce genre d'initiative culturelle aussi à l'échelle d'un bassin de vie. Et il y a donc un ancrage territorial qui est dans un village, dans deux villages et dans un bassin de vie. Et le projet culturel s'inscrit dans le bassin de vie à travers, au gré des années et des expériences. Et tu disais tout à l'heure, Elsa, j'ai travaillé avec une mairie, mais il y en a peut-être une autre qui est intéressée. Voilà. Oui, vas-y. Non, mais donc ça, c'est une particularité, je trouve, de ces territoires.
d'une manière de tisser des partenariats dans un type de territoire particulier qui est très différente de ce qui se passe dans une ville ou dans une métropole. Enfin, il y a vraiment là une spécificité des relations partenariales et de la construction d'un bassin de vie et de la culture dans ce bassin de vie que vous avez très bien illustré. Et que, voilà, je voulais revenir comme ça sur le devant parce que c'est vraiment une particularité. Et l'art urbain, par son inscription dans l'espace public, permet de faire des liens là-dedans. Et du coup, je voulais revenir sur le rôle du département, après parler de trucs moins politique publique, mais quand même, vous avez dit qu'on pouvait accompagner les territoires ruraux, peut-être là où les villes n'ont pas forcément de service culturel. C'est toi, Elsa, qui l'a dit. On a une ville qui n'a pas de service culturel, le département peut accompagner, mais en même temps, la compétence culturelle au département, c'est peut-être pas quelque chose de très fort. Néanmoins, par le tourisme, on arrive à financer la culture. Est-ce que c'est un raccourci, ce que je dis, ou est-ce que c'est pas aussi un levier du département? Enfin, le tourisme n'est pas un levier du département pour accompagner la culture là où les autres collectivités n'ont pas forcément de compétences culturelles. Le département, on a souvent coutume de le dire, mais à juste titre, hein, c'est une collectivité de proximité. Bon, c'est quand même un échelon qui reste proche des communes et des habitants, alors que, par exemple, la région est un échelon qui est quand même plus lointain. Et encore nous, on est dans une région dont le périmètre n'a pas bougé. Mais quand je pense à des régions comme l'Occitanie ou à la Nouvelle-Aquitaine, se dire quand on habite Loudun qu'on est dans la même région que celui qui habite Biarritz, il faut quand même beaucoup d'imagination. Donc ça ne favorise pas forcément un sentiment d'appartenance. Donc le fait que le département soit un échelon proche, ça favorise les choses. Alors, pour répondre à votre question, moi je dirais qu'on est au croisement de la culture et du tourisme. Et, bon, dans le département, déjà depuis un assez grand nombre d'années, il y a une politique culturelle qui vise déjà à soutenir les initiatives qui peuvent voir le jour dans les territoires et faire en sorte que la culture puisse se diffuser, qu'il n'y ait pas en quelque sorte des territoires qui soient exclus de la culture. Bon, on ne trouvera évidemment pas la même offre culturelle au cœur du Gâtinais que dans l'agglomération orléanaise, c'est une évidence, mais de là à ce qu'il n'y ait rien, c'est autre chose. Donc le rôle du département, par le biais de sa politique culturelle, c'est avant tout, non pas d'être un organisateur d'événements, etc., bon, mis à part le festival de Sully qu'on a voulu décentraliser, mais d'être plutôt un facilitateur d'initiatives qui sont prises sur le terrain, soit en soutenant les communes. On a par exemple une politique qui est le fonds d'accompagnement culturel aux communes, qui se traduit par le fait que le département subventionne à 65% les cachets qui sont versés par les communes qui achètent un spectacle. Voilà. Donc ça, c'est une politique qui a incité des communes rurales qui avant n'organisaient jamais rien à organiser un ou deux petits événements dans l'année. Enfin, quand je dis petit, c'est en termes de jauge, mais à leur échelle, c'est un événement. Cette possibilité peut être utilisée 2 fois dans l'année par chaque commune, et on voit très bien les retombées au fil du temps que ça a eu pour les artistes du département. Nous, le tourisme, quand je dis nous, Tourisme Loiret, on vise un objectif qui, je dirais, est différent, mais qui rejoint, c'est de faire en sorte que le territoire soit de plus en plus attractif pour nos visiteurs. Un département comme le nôtre n'a pas vocation à être, sauf exception, mais globalement, ce n'est pas un département de long séjour, c'est plutôt un département de tourisme de week-end, de court séjour, de tourisme de transit, mais avec un objectif que l'on poursuit, c'est que le passage soit toujours un peu plus long, de façon à ce que les retombées économiques aussi soient plus appréciables. Et pour pouvoir, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, faire en sorte que notre territoire soit attractif, eh bien, je pense qu'il est essentiel aujourd'hui de donner l'image de territoires, comme je le disais, qui sont dans le mouvement, non pas, dans une forme d'effet de mode, mais plutôt qui accompagnent les évolutions de la société, et surtout, étant dans un département qui est mi-urbain, mi-rural, qui font que se réduise ce cloisonnement entre l'urbain et le rural. Merci. Sur cette question des retombées économiques, Sébastien, tu as évoqué le fait d'avoir une équipe de festivals et de bénévoles
qui vit sur le territoire et qui, à travers le festival et toutes ses activités, utilise la subvention pour développer, pour contribuer aux activités locales. Tu m'as dit tout à l'heure aussi que c'était de l'emploi. Donc, quels sont les types de retombées économiques d'un festival, à la fois par la vie du festival sur le territoire, mais aussi quelles sont les retombées escomptées. Vous avez dit tout à l'heure, Monsieur Nero, les retombées économiques sont évidentes. Alors, si je voulais, dans quelle mesure elles sont évidentes? Est-ce que c'est des nuits d'hôtel? Est-ce que c'est des jours d'ouverture de restaurants? Est-ce que concrètement, c'est quoi les retombées économiques en termes d'organisation de vie d'un festival et en termes de fréquentation touristique objectivable? Déjà, pour le festival en lui-même, l'organisation est passée d'une dizaine de personnes dans le staff organisationnel à 30 maintenant. Donc on a 10 personnes à peu près par an qui rentrent dans l'organisation. C'est 2 services civiques. C'est à partir depuis le 1er juillet, c'est aussi un emploi. On voit, ça reste très modeste, hein, mais en 3 ans, le festival a gagné un emploi et 2 services civiques. Pour nous, c'est une victoire parce que ça structure le projet. On est aussi à la recherche là maintenant d'un lieu pour exposer des artistes de manière comme dans les galeries sur le territoire, parce qu'on veut avoir aussi un prolongement sur toute l'année pour être en fait pour que ça fasse le lien avec les temps forts qu'on fait pendant la période estivale. C'est en termes de, je ne sais pas si j'ai le droit de dire des chiffres, mais par exemple la région nous accompagne via le pacte. Donc c'est 12 000 € que nous accorde la région sur du coup 200 000 € de budget. Et sur ces 200 000, il y a quand même 80% qui a des retombées directes sur le territoire. Donc je veux dire, le jeu en vaut la chandelle pour les collectivités. Après, si on additionne toutes les subventions, on est toujours, on va dire, dans le positif de notre côté. Donc c'est pas de l'argent qui part autre part et qui n'est pas redistribué, c'est quelque chose qui est vraiment redistribué. Les chambres d'hôtel, pendant 3 jours, il y a 2 hôtels qui sont complets pour le festival. On travaille avec l'entreprise de transport local, Cyril Darbier, pour amener les artistes, pour faire les navettes festivaliers depuis Montargis, depuis Paris. Donc ouais, il y a quand même une émulation pendant plusieurs jours qui se fait autour de ça. Et ça, pour nous, c'est une victoire dans le sens où chaque édition qui est réalisée et chaque sou qui est dépensé sur le territoire, pour nous, c'est quelque chose de positif en fait. Et quand on doit rendre des comptes aux différentes collectivités, c'est aussi pour ça qu'on travaille en bonne intelligence, c'est qu'on est transparent avec eux et qu'ils savent aussi les autres interlocuteurs avec lesquels on travaille en tant que partenaire privé. Et en fait, le résultat, il est là. C'est-à-dire que globalement, c'est un festival local, c'est un festival produit par des gens du cru, avec un rayonnement régional, voire national, et c'est ça le plaisir en fait. Oui, quand je parlais tout à l'heure de retombées économiques évidentes, c'est toutes celles qu'a indiqué Sébastien, mais je reviens encore une fois à l'attractivité ou au rayonnement. C'est quand même très important pour une collectivité. C'est quand même toujours une fierté, effectivement, de voir que un territoire comme le nôtre fait parler de lui au travers d'un événement de ce type, attire des visiteurs qui viennent d'un peu partout, qui sans doute auront, parce que le coin leur aura plu, envie de revenir, etc. Donc je pense que ça fait vraiment partie aussi, de façon claire, la culture d'une façon générale concourt, c'est malheureusement ce que tous ne comprennent pas, mais fait partie de l'attractivité. L'attractivité, c'est pas simplement les moyens de communication, c'est pas simplement, je sais pas, quand il existe une offre culturelle dans un territoire, par définition, il va peut-être favoriser aussi l'arrivée de certaines personnes qui iraient peut-être ailleurs s'il n'y avait pas une offre digne de ce nom. Voilà, je crois que c'est pour ça que les collectivités se sentent directement concernées par de tels événements. Alors il y a un sujet sur lequel j'aimerais rebondir et qui est à nouveau apparu là en filigrane de vos réponses, c'est la question de comment convaincre les élus locaux, comment convaincre les partenaires locaux de travailler avec nous. Vous avez dit à plusieurs reprises
qu'à Pressigny-les-Pins, c'était compliqué au départ. Alors sans entrer dans des histoires de personnes ou des anecdotes, voilà, sans tout dévoiler, mais sur quoi reposent les réticences? Elsa, tu as dit que à l'inverse, tu avais essayé d'aller voir la mairie de Varennes, ça s'était bien passé, et qu'il y avait même d'autres villages qui étaient intéressés. Donc quels sont les arguments qui convainquent des territoires ruraux d'accueillir de l'art urbain dans tout ce qu'il a de nouveau et d'exotique pour un territoire rural, et quelles sont à l'inverse les choses qui font qu'à un moment il y a des réticences concrètement? Qu'est-ce qui plaît, qu'est-ce qui déplaît aux acteurs ruraux que vous avez pu rencontrer? Je pense qu'il y a vraiment la prise en compte du contexte et du prisme de perception de l'autre. On arrive avec un projet, donc ce projet, on l'a imaginé, on l'a conceptualisé par rapport à nos compétences, à nos expérimentations. Et c'est vraiment aussi prendre le temps de se dire qu'on amène quelque chose qui est un concept à la base. Les toutes premières éditions de n'importe quel projet, c'est conceptuel. Donc c'est aussi se mettre à la place de l'interlocuteur, se dire voilà, j'amène quelque chose qui est totalement nouveau. La nouveauté peut faire peur, parce qu'elle peut faire peur parce que justement, beaucoup de rayonnement, beaucoup trop d'attractivité selon le territoire, ou quelque chose qui est complètement nouveau. Je pense que c'est de prendre le temps. Il y a vraiment cette notion, à mon sens, qui est de prendre le temps, d'échanger, d'entendre les appréhensions, de prendre le temps d'y répondre, de prendre le temps aussi de bien situer le projet, de l'adapter aussi, de l'adapter au lieu, voilà. Et il y a vraiment je pense, ne pas aller trop vite, ne pas brûler certaines étapes. Je pense que ça, c'est extrêmement important, parce que ces étapes-là, c'est ce qui va préfigurer aussi finalement tout ce qui va être le lien derrière. Donc c'est entendre certaines choses, prendre le temps de convaincre quand vraiment on sent que des fois il manque un tout petit levier, et que finalement, je suis tout à fait d'accord sur ce que tu disais, Seb, sur l'attractivité que génère un festival. On est financé par un conseil départemental, par diverses institutions locales, mais cet argent, quand vraiment on joue le jeu, il est réinjecté automatiquement. Donc c'est aussi de prendre le temps d'expliciter toute cette dimension-là. Et je pense qu'il y a une notion il y a une temporalité. On sait qu'on n'a pas tous la même temporalité, donc c'est vraiment de s'adapter, d'entendre les besoins de l'interlocuteur, ses appréhensions, ou même l'expliciter, mais vraiment ce temps-là, il est très important. La peur d'être trop attractif, ça m'a un petit peu interloquée. Tu l'as rencontrée, Oui. cette crainte-là? Oui. Alors nous, sur des événements d'art urbain qu'on fait en milieu rural, on peut accueillir jusqu'à 1000 personnes par week-end en faisant une communication simple. Quand on explicite ça, un village de 350 habitants, où il y a juste un tout petit parking à côté d'une salle des fêtes, j'ai vu des gens devenir blancs et me dire j'avais pas forcément anticipé le fait que ça pouvait être trop attractif, et qu'ils se demandaient comment ils allaient pouvoir gérer finalement tout cet afflux-là. Donc c'est pour ça que prendre le temps, c'est important, parce que finalement, je me suis dit si je me mets à leur place, c'est normal. Un petit village qui draine du monde, mais qui en draine de moins en moins au fur et à mesure peut-être des fêtes communales, qui voit que ça végète un petit peu, et là d'un coup d'arriver et de donner moi juste un chiffre qui est un chiffre d'ordre d'idée d'une manifestation urbaine qu'on fait classique. Je me suis dit j'amène ma réalité, mais il faut peut-être qu'à un moment donné j'entende aussi leur réalité et qu'on trouve un moyen d'anticiper. Oui, je rejoins complètement ce que vous venez de dire. Je pense qu'effectivement il faut prendre le temps de l'écoute, du dialogue. Parce que, faut quand même être objectif. Vous êtes à Pressigny-les-Pins. Un village au cœur du Gâtinais qui n'a aucun centre d'attraction. Il n'y a pas de... et brutalement, on apprend qu'il va y avoir un événement qui va drainer plusieurs milliers de personnes. C'est humain, si vous voulez, que ça crée une forme d'appréhension, une forme voire même de peur. Après, parce que je crois que c'est toujours trop facile quand on porte des jugements en disant les gens ils n'ont pas compris, ils n'ont pas. Je veux dire, je pense qu'il faut se mettre à leur place. Moi, j'ai vécu dans une commune plus importante qui est au nord de Montargis, qui s'appelle Dordives, il y a de ça une vingtaine d'années. D'ailleurs, le promoteur de cet événement aujourd'hui est le directeur de Musicaire, Julien Bardeil. Il avait créé un petit festival qui s'appelait Les Ménestrels, le festival de musique du monde. C'était la première année, donc il vient me voir. Moi, je lui dis, que je le connaissais un peu, en plus, il
de la commune. Bon, j'ai plutôt tendance à lui faire confiance, même s'il y avait forcément des zones d'ombre. Quand un événement n'a jamais eu lieu, on n'est pas assuré que ça réussisse à 100%. Donc, en tout cas, je lui ai dit, banco, on y va. Je lui ai dit, faites quand même bien attention aux aspects sécurité, aux aspects... Oui, c'est prévu, etc. Que n'ai-je entendu autour de moi? C'était une rêve party qui se préparait, mais qui était déguisée, sous un autre nom, etc. Qu'il allait y avoir de la drogue, qu'il allait y avoir... Bon, résultat, tout s'est très très bien passé, aucun problème de sécurité. Je ne parle pas de la qualité de l'événement qui était grande, etc. La deuxième année, plus personne ne disait rien. Et quand, malheureusement, le festival a dû arrêter au bout de la 5e année, on a dit « c'est dommage, franchement, c'était bien ». Voilà. Donc je pense qu'il faut passer forcément, si vous voulez, par une phase qui est un peu ingrate, hein, et là, en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé pour le festival. Je veux dire, il y a eu des efforts qui ont été faits de part et d'autre. Ce qu'il faut éviter, c'est que les points de vue se braquent, mais c'est vrai que je le disais tout à l'heure, il faut beaucoup de diplomatie, il faut de la patience, voilà, mais à partir du moment où il y a de la bonne volonté qui se manifeste de part et d'autre, il y a de la médiation aussi, il y a quand même aussi des élus, je sais, qui ont joué quand même un rôle pour essayer de convaincre la commune que ça pouvait être intéressant pour elle. Vous voyez, pas plus tard que ce matin, j'étais dans une manifestation et je disais au sénateur Jean-Pierre Sueur que je venais là, cet après-midi, et il me reparlait de tentatives qu'il avait faites auprès de la maire à l'époque pour lui expliquer que ce n'était pas forcément un cataclysme qui allait s'abattre sur la commune. Voilà, il y a eu aussi de la médiation. Voilà, mais je crois que c'est une étape qui est souvent, comment dire, incontournable. Et puis après, dès la première dès la première édition, il est apparu que ça tenait la route, qu'il n'y avait pas eu de débordement, etc. Après, la confiance naît, ça facilite les choses pour la suite. Que surtout on a été un peu naïf au début avec Mathieu, étant du territoire, qu'une initiative comme la nôtre allait faire l'unanimité. C'est vrai que le terme urbain dans un territoire aussi rural, en tout cas dans cette commune qui est très rurale du Gâtinais, a totalement fait flipper en fait les élus et les habitants, quoi. Parce que pour eux, street art graffiti, c'est des mecs qui arrivent, qui sortent du métro, qui taguent partout, c'est jogging casquette, enfin voilà, c'est des clichés qui quand même sont encore présents et qui avaient la vie dure, qui ont toujours la vie dure, mais qui l'ont beaucoup moins maintenant. Mais il y avait ce côté où la ville, c'est l'insécurité en fait. C'est l'insécurité et c'est l'inconnu pour bon nombre de personnes, en tout cas la grande métropole. Et sur ça, on a été naïf d'arriver et de tout de suite balancer. Il n'y avait pas eu de réunion publique. On est arrivé un matin, ils ont vu des nacelles arriver avec des sprays. Je peux comprendre que forcément, on n'a pas choisi la bonne méthode. Et après, on a voulu rattraper les choses, mais c'était déjà assez compliqué de nouer un dialogue qui était en fait totalement rompu. Et il a fallu l'intervention de conseillers régionaux, de députés, de conseillers départementaux, de sénateurs pour pouvoir permettre d'arrondir les angles. C'est super intéressant parce que ça montre le poids et la persistance de toutes les représentations qui ont été construites autour du graffiti dans les années 70 aux États-Unis, mais 80-90 en France, et toute la répression qu'il y a eu autour du mouvement et qui reste encore largement présente dans les représentations des acteurs. Et quand on a un projet culturel autour de cette pratique et de ce milieu-là, ces idées-là, elles ont la vie dure et elles restent encore présentes et on doit se battre avec. Donc on n'en est pas complètement sorti. C'est intéressant de voir où se situe la réticence. C'est là. Moi, je trouve ça vraiment très très intéressant. Et du coup, vous avez tous les trois parlé de la nécessité de prendre le temps et d'adapter le projet. Donc moi, je trouve très intéressant ce que tu dis sur le besoin d'avoir différents partenaires à différents niveaux. Ça revient dans toutes les tables rondes à un moment donné. Savoir s'allier avec les acteurs publics, les acteurs privés, les acteurs associatifs, les artistes, mais aussi les différents secteurs, le tourisme, la culture, l'action sociale, la jeunesse, et puis aussi les différents niveaux, le département, la région, la commune. Donc il y a tout ce maillage d'acteurs qui, quand on est sociologue de l'action publique,
remplit notre vie de joie, mais dans qui est votre action est essentielle à court-circuiter, passer outre les difficultés et avancer. Mais néanmoins, vous devez vous adapter. Vous l'avez tous les trois dit, on doit prendre le temps, adapter le projet. Et là, moi, je trouve qu'on revient un peu à la question de la création dans tout ça. Vous faites quand même un travail de création, vous invitez des artistes. Donc quand on a, alors je sais pas, je vais prendre un exemple que vous avez cité, quand on a une route de la rose, c'est comme ça que vous l'avez nommé, et qu'on veut faire une fresque dessus, en lien avec la rose, j'imagine qu'il y a quand même un cahier des charges, il y a quand même, il y a un ensemble de contraintes et d'adaptation du projet culturel et artistique aux enjeux du territoire. Comment on fait, pour toi Elsa, pour toi Sébastien, pour convaincre un artiste de venir et pour le convaincre de s'adapter à ce cahier des charges et à s'inscrire sur un territoire qui n'est pas forcément le sien et pour autant voilà, adapter ces contraintes-là avec l'enjeu de la création qui est celui que vous portez. Pour le projet de la route de la rose, nous on est aussi curateur avec Jeanne, c'est-à-dire qu'on a du temps à perdre et on adore aller sur les réseaux, aller se documenter dans les livres sur les différents profils d'artistes. Et quand, avec Frédéric Davy et Florent de Wild, qui est le maire de Châtillon-Coligny, on a évoqué ce projet-là, on avait déjà l'artiste en tête en fait. On avait déjà l'artiste en tête, enfin, en tout cas pour nous ça a duré peut-être 1 minute 30. On lui a montré le profil à Florent qui est le maire de Châtillon et ça a été validé tout de suite. On a la chance que ça soit un artiste qui s'appelle Raturwan qui travaille sur des motifs floraux, donc ça s'est imbriqué direct et c'était un artiste auquel on pensait depuis longtemps et qu'on voulait vraiment, avec lequel on voulait vraiment collaborer. Et en fait voilà, ça arrive comme ça et quand on parle de relation de confiance, c'est aussi ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de complications comme on peut avoir par exemple sur le projet Hors les murs avec certains collaborateurs du projet qui ont du mal entre la commande publique et l'intervention dans le cadre d'un festival. Là, c'était pas du tout ça, là, ça a fait l'unanimité, mais directement. Et c'est ça aussi qu'on adore. C'est le plaisir de travailler avec eux. En fait, c'est bête, mais je me sens vraiment, et c'est pas hypocrisie ou quoi, mais je me sens vraiment à la maison ici. Et en fait, je pense que nos autres interlocuteurs, c'est un peu pareil. Du coup, on se connaît très bien. On sait aussi les limites, les prérogatives de chacun. Et c'est juste de la bonne intelligence, tout simplement. Donc, il n'y a jamais eu de complication avec les interlocuteurs, en tout cas sur le projet global du territoire. C'est plus vraiment avec les bailleurs, où parfois ça peut paraître un peu plus compliqué parce que, étant contributeur financier à un projet, étant sur leur bâtiment, ils ont envie de donner leur mot, enfin de dire ce qu'ils pensent des artistes, ce qui est compréhensible. Mais à un moment donné, il y a aussi le curateur qui est présent et qui est là pour ça, et à qui on doit faire confiance dans le cadre des actions qu'on mène. Elsa, contrario, je dois aimer aller directement dans le dur, je sais pas. Quand on a rencontré, quand on a pris le temps voilà, après la rencontre avec avoir posé le projet avec la mairie des Varennes, est venu le cadre, effectivement, on va faire des œuvres sur des murs d'habitation. C'est un petit village, les gens vont vivre tout le temps avec. Donc il y a eu effectivement tout un travail d'explication sur le fait qu'on n'était pas sur de la commande, parce que effectivement, et ce qui est normal quand on ne connaît pas forcément, quand on n'a pas eu l'habitude, on va dire moi j'aime bien ce genre de choses, ou j'aime bien ce genre de choses, ou je voudrais telle chose, et puis pourquoi on n'intégrerait pas ça au projet, et puis finalement on sort de l'art urbain, on part un petit peu partout. Donc l'idée c'était de laisser vraiment voix à tout le monde, d'écouter, et puis ensuite de recentrer en racontant l'histoire donc de la pratique de l'art urbain, donc d'une pratique urbaine qui vient à la rencontre d'un milieu rural, et d'expliciter qu'on n'est pas dans le cadre d'une commande, qu'il va y avoir des artistes qui vont venir, qui ont chacun des pratiques différentes, et là on rentre dans de la médiation, en fait, dans beaucoup de médiation, dans faire découvrir les pratiques des différents artistes qui vont intervenir, qu'eux-mêmes viennent parler de leur art, donc ils viennent pas tous, c'est-à-dire que là on avait 2 artistes référents avec qui on travaille sur le sujet, qui sont venus parler de leurs pratiques, qui sont venus expliciter, un qui est 3Diste, l'autre qui est plutôt figuratif, donc on est vraiment rentré finalement dans les différentes pratiques à l'intérieur,
Et on a déconstruit tout un imaginaire qu'il pouvait y avoir sur le fait que non, on n'allait pas forcément venir faire des têtes de mort sur un mur. On a quand même aussi une logique globale, une prise en compte du contexte. Par contre, on pourrait réfléchir avec eux sur différentes thématiques ou différents mots-clés qui voudraient, eux, mettre en avant, parce que c'est aussi un travail collaboratif, c'est-à-dire que l'habitant va prêter son mur, va héberger une œuvre. En contrepartie, l'artiste va aussi prendre ça en compte. Et donc, il y avait vraiment... donc il y a le côté curateur également au niveau des choix des artistes, mais l'artiste, pour le coup, on avait fait le choix sur ce petit village que les artistes soient aussi acteurs dès le départ de la concertation, parce que effectivement, premier projet collaboratif, et donc on commençait directement par une concertation, parce qu'il est important, surtout sur des villages de cette petite taille, que les habitants soient partie prenante. Voilà. Mais on avait la chance que 350 habitants, donc voilà, ça va. Et effectivement, du coup, suite à ça, on a reçu des soutiens d'habitants où j'aurais pas parié, pour les connaître depuis très très longtemps, qu'on aurait du soutien sur le projet. Donc finalement, mais parce qu'il y a eu un lien direct à un moment donné avec l'artiste et qu'il y a eu des rencontres et que c'est ça qui a permis en fait les déclics sur l'acceptation. Je te remercie parce que là tu abordes un point, et Sébastien tu en as parlé aussi, qui est intéressant, qui est sur la question des temporalités. Quand on fait un projet tel que implanter des fresques en milieu rural et en marge d'un festival, mais en fait il y a le festival lui-même dans le cadre de ce que vous faites, et puis il y a ce que ça peut dégager comme autre moment culturel, soit de concertation, de médiation, d'atelier, aller dans un autre village à un autre moment. Et finalement, le festival comme point de départ a le développement d'une saison culturelle. Là où c'est peut-être difficile d'arriver avec une programmation, une saison culturelle déjà toute faite dans des territoires comme les territoires ruraux, le festival peut être un point de départ au développement d'une saisonnalité qu'on retrouve à travers vos différentes interventions, et qui n'est pas forcément une saisonnalité située dans un seul et même lieu, mais sur tout un bassin de vie. Je trouve que là, on a une belle illustration de ce que peut être la naissance d'une saison culturelle, un peu par petites touches, par événement. Je ne sais pas si vous voulez rebondir sur cette question-là. C'est une saison, enfin, déjà l'ambition c'était aussi de créer une saison culturelle. C'est ce qu'on a mis en place avec le Hors les Murs, avec les États généraux cette année, avec les Urban Day la semaine prochaine. On commence à être pas mal actifs et c'est très plaisant. Mais il y a aussi le côté transversal dans le sens où si on peut s'adosser à d'autres temps forts du territoire comme la route de la Rose, pour nous c'est aussi de l'échange entre différents, je dirais pas acteurs, mais événements culturels. La route de la Rose, c'est un événement autour justement des roses et des pépinières qu'il y a sur le territoire, et aussi de l'identité dans les différentes communes par rapport à ça. Et si nous on peut amener une touche d'art urbain là-dedans, et qu'à contrario, peut-être cette année sur le village gâtinais, il y aura des producteurs qui seront présents. Voilà, c'est aussi ça l'idée, c'est de pouvoir amener des artisans d'un autre monde un petit peu, et aussi aller dans leur monde via des événements qui sont mis en place par les collectivités. Du coup, d'en revenir à l'attractivité, par rapport à ça, tout à l'heure je parlais du canal du Midi. Nous on a donc le canal du Midi qui est le lieu phare un petit peu de cette région lauragaise, où du coup quand on est loin du canal du Midi, on n'existe pas vraiment, et puis il suffit qu'il y ait un autre point un petit peu plus important, du coup tout ce qui est à l'intérieur de cette vallée n'est pas vraiment visible. Finalement c'est ça qui est intéressant, tu parlais de saisonnalité, c'est de se dire que l'attractivité elle va être aussi par rapport à ça. Là ça croise la route de la Rose. Nous finalement il y avait un artiste qui avait un projet sur le canal du Midi. Moi ce projet là qui était pas très loin en termes géographiques, sauf que si 30 km dans la campagne ça peut être super loin. Donc l'idée ça a été de créer des ponts, des passerelles justement pour que peut-être on incite les gens à sortir du canal et à venir découvrir ce futur projet, comme ces gens-là venir se réapproprier le canal parce que finalement ils le voient tout le temps, ils l'ont emprunté tellement de fois qu'ils n'y retournent plus, d'amener de l'art à cet endroit-là et de croiser justement ces attractivités, parce que sur un même territoire on peut dépendre justement de communautés et de com-com différentes, et finalement même de créer du lien entre les com-com qui sont obligés de se rapprocher l'une de l'autre pour mailler ces différents points. Oui, puis je pense effectivement il y a l'importance de la saisonnalité, et puis aussi l'itinérance. Parce que justement, quand on parle
de développement touristique, et ça, nous, c'est notre orientation principale, c'est faire en sorte que les gens sortent vraiment des sentiers battus. Bon, dans un département comme le nôtre, bon, on a, je dirais, un fleuron sur le plan touristique, qui est le Val-de-Loire, hein, comme dans les départements après voisins du Loir-et-Cher, de l'Indre-et-Loire, etc. Bon, mais je veux dire, ça serait quand même un échec complet pour un département que d'avoir des visiteurs qui seraient uniquement sur un segment de Loire et qui ignoreraient le reste du territoire. Donc tous les efforts qu'on déploie visent, et c'est pour ça que je parlais d'irrigation tout à l'heure, à ce que vraiment on donne envie aux visiteurs de pénétrer, je dirais au plus profond, entre guillemets, hein, parce qu'après ça pourrait être interprété de façon négative, mais en tout cas s'écarte le plus possible des grands axes structurants pour aller à la découverte des territoires. Et cette approche, elle est considérablement facilitée quand il existe des fils rouges. Vous voyez, parce que même si de plus en plus nos visiteurs aiment bien garder leur espace de liberté, ils aiment bien quand même avoir aussi un thème, parce que ce que j'appelle le fil rouge. Et quand on peut croiser, par exemple, bon, c'est vrai, on prenait le cas de la route de la Rose avec l'art urbain, pourquoi pas, mais je donne un autre exemple sur lequel on réfléchit aussi. On a un grand projet touristique départemental qui s'appelle le Loiret au fil de l'eau, qui est axé à la fois sur la Loire, mais également sur tous les canaux, hein, puisqu'on a la particularité d'avoir un département riche en canaux, hein, entre le canal du Loing, le canal de Briare, le canal d'Orléans, le canal latéral à la Loire. Et l'une des idées sur lesquelles il y a une réflexion actuellement, c'est de dire peut-être que l'art pourrait servir, l'art contemporain pourrait servir de fil rouge le long de ces itinéraires, avec, et pourquoi pas demain, par exemple, imaginer la présence de fresques, mais aussi d'autres formes d'expression artistique à un certain nombre d'étapes, si vous voulez, de ces itinéraires. Parce que je crois que ça contribue aussi à donner une âme à une itinérance, le fait qu'il y ait quand même une forme je dirais de nouveauté dans la récurrence, quoi, mais qui est quand même une thématique qui soit présente, mais après avec des formes d'expression très très différentes d'un endroit à l'autre. Mais je pense que c'est essentiel aujourd'hui, en tout cas quand on veut développer ce tourisme dont je parlais tout à l'heure, ce tourisme qu'on dit doux, lent, etc. Je crois que c'est vraiment un point important. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans les parcs naturels régionaux, hein, qui développent dans certains endroits, en tout cas j'ai pu voir ça en Auvergne-Rhône-Alpes, qui développent des parcours d'œuvres le long de sentiers de randonnée, vont faire venir des artistes du land art, mais aussi des artistes contemporains, des plasticiens de toutes sortes, pour agrémenter les sentiers, redécouvrir les sentiers, finalement faire de l'art sur les sentiers pour sortir des sentiers battus du tourisme culturel métropolitain. Et on a là une boucle qui se boucle dans la transformation des politiques culturelles et touristiques. Et c'est vrai qu'autant hier après-midi, on avait pas mal évoqué les reconfigurations des politiques culturelles municipales, et là on voit aussi comment elles sont en lien avec les reconfigurations des politiques touristiques qui cherchent à déconcentrer les espaces touristiques et les centralités touristiques pour les faire aller vers d'autres territoires, sortir des sentiers battus et proposer d'autres itinéraires, d'autres thématiques. Quelque chose, en fait, ce que vous décrivez là est un mouvement de politique publique très présent dans la plupart des départements et des espaces ruraux à différents niveaux, et l'art urbain prend pleinement sa place là-dedans. Et je vous remercie Jeanne, Sébastien, d'avoir proposé cette thématique de table ronde qui permet de rendre saillants tous ces enjeux qui ne sont pas forcément toujours très présents dans les discussions sur l'art urbain qu'on peut avoir dans d'autres espaces. Enfin, je parle sous le contrôle de la fédération, mais il y a quelque chose là de particulier et de très intéressant. Est-ce que dans la salle attentive depuis hier et fidèle, est-ce qu'il y a des réactions, des questions pour terminer peut-être ce temps d'échange? Normalement, on est à l'heure où le café commence à faire effet. Moi, je voudrais juste avoir le plaisir d'apporter un complément toujours sur des sujets qui sont sur la diversité, sur la nature. Donc, on parlait au fil de l'eau, sur le chemin de la rose. On a eu la chance, nous, d'avoir été
toujours en Auvergne, sur Clermont, et surtout sur les alentours de Clermont-Ferrand, parce qu'on a voulu sortir ça du côté très métropolitain de Clermont-Ferrand, de mettre en place un projet avec la Ligue de protection des oiseaux sur la biodiversité locale en fait qu'il y a en Auvergne, et ils nous ont fait confiance. On a pu faire venir un projet qui est en cours en fait, qui a débuté en 2020 et qui se finit en 2023, sur la réalisation en fait de fresques sur les villes de Clermont-Auvergne Métropole sur la thématique justement de la biodiversité locale, en rapport avec un atlas qu'ils ont mis en place où on invite les habitants à prendre en photo les animaux, les plantes qu'il y a chez eux et les répertorier en fait sur un genre de grand guide qui est accessible à tous. Ce qu'on ne s'attendait pas du tout et qui en fait a été un retour ultra positif, c'est que chaque fois qu'on a rencontré les communes à qui on a proposé de réaliser des fresques, il y avait tout un rapport avec la médiation et comment est-ce qu'on pouvait trouver aussi le moyen d'utiliser cette fresque, non pas simplement comme on a fait une fresque et voilà, mais inclure du coup du scolaire via des ateliers, inclure aussi toute une réflexion de conférences et d'apports qui pouvaient être mis en place avec le territoire local pour développer autant une réflexion sur la biodiversité locale, mais aussi sur le street art et sur ce qui se passe sur les artistes en fait qui existent sur les territoires, quoi. Donc oui, je vois qu'il y a plein de choses qui se font et c'est très agréable quoi, de voir que ça évolue, que ça croît et qu'il y a des politiques qui sont, même surtout sur des petites communes qu'on pourrait croire comme étant justement un peu éloignées, ne connaissant pas ce qui se passe, en fait faire confiance et se dire attendez, oui, en fait c'est super intéressant, il faut y aller quoi. Merci pour cette mise en perspective. Est-ce que vous voulez réagir, ajouter un mot? Moi, je crois qu'effectivement, je partage complètement là, ce qui vient d'être dit. Je pense que justement, le grand mérite de ces initiatives, on en a parlé tout à l'heure, c'est finalement après de susciter du décloisonnement. C'est pas simplement une œuvre qui va être laissée en un endroit déterminé, ça crée après d'autres initiatives, d'autres actions, et c'est ce dont ont besoin les territoires ruraux. On a tellement souvent parlé de la nécessité, c'était un peu la tarte à la crème, mais en même temps il y a de la vérité, de la revitalisation des territoires ruraux. Il faut reconnaître que parfois il y a des villages où on a un peu, et c'est plus qu'une impression, parce que c'est une réalité qu'il ne s'y passe rien, quoi. Et quand il ne se passe rien quelque part, par définition c'est mortifère, parce que c'est pas le vide ou l'absence de vie qui va donner l'envie de venir s'y installer ou de venir y développer un projet. Donc à partir du moment où il y a des dynamiques qui se créent telles que celle-là, très certainement ça va en faire naître d'autres. Après c'est une forme de cercle vertueux. Oui, donc la fédération est ravie que le festival de la Belle Valette, je veux dire, nous on est vraiment très heureux que l'on prenne attention au fait, non pas que des grosses machines qui sont à l'œuvre en France sur des grosses agglomérations, mais qu'on soit aussi dans des petites, dans des villages. Je pense que l'art dans les villages, il est intéressant pour une raison aussi assez simple, c'est qu'elle permet du coup un contact très direct avec les artistes. C'est-à-dire que les artistes étant présents pour la réalisation des œuvres, et ça c'est un peu l'apport de l'art urbain, c'est que l'artiste est au travail et il est accessible. Et je pense que c'est bon qu'il y ait une connexion entre les publics et l'artiste, ce qui n'est pas toujours le cas dans les grandes villes. L'artiste est en haut de sa nacelle, on ne le voit pas, ou on le voit très loin, on prend une photo et puis on est content. Là, moi, pour avoir eu cette expérience aussi dans un petit festival qui s'appelle Les Graffeurs au Château, j'en parle parce que c'est mon exemple préféré, où là, on était dans un village de 130 personnes, un week-end, d'étoiles installées dans le village, 10 artistes invités qui peignent, et les interactions sont formidables. Il y a une sorte d'atmosphère un petit peu presque irréelle par moment, et on voit tous les gens qui ont un sourire jusque-là. Voilà, c'est des petits événements comme ça sont très importants. Nous, on n'est pas en tant que fédération juste à nous concentrer sur des grosses machines, mais sur les toutes petites machines, elles nous intéressent tout autant. Je pense qu'on retrouve l'aspect humain dans ce genre. Je sais qu'il y a une initiative dans un département à côté de la Haute-Garonne. C'est un petit village où les habitants ouvrent leur salon et accueillent des artistes qui vont exposer. Et puis n'importe qui peut venir, rentrer dans le salon, rencontrer l'hôte
rencontrer l'artiste, on est dans du lien direct, on est dans quelque chose de très humain. Et je pense qu'en plus, surtout avec toute la période qu'on vient de passer, on a besoin de retrouver ce lien humain, de plus simplement voir des beaux visuels, d'être sur Instagram, voilà, de vraiment revenir à des festivals comme la Belle Valette à taille humaine, où on rencontre des gens, où on parle, on échange. Et finalement, c'est ça qui devient fédérateur et c'est ça qui va aussi créer les projets collaboratifs de demain. On conclut ? Allez, vas-y. Super. Déjà, merci. Merci pour les échanges de cet après-midi. Je pense qu'ils ont apporté encore une pierre au petit mur qu'on construit, sur lequel on a fait une jolie fresque pendant 2 jours. Ça serait un peu compliqué là, de résumer à chaud tout ce qui s'est dit depuis hier. Ce que je peux retenir, c'est qu'en partant des festivals, et l'introduction d'Aurélien Jacquouane hier était vraiment très cadrée sur les festivals et comment on positionne l'art urbain dans ce paysage des festivals. Mais en fait, on tire tout un tas de fils qui ne sont pas exactement les mêmes que quand on part de l'art urbain hors festival. Et on a tiré des fils autour de déjà définir ce que c'est un festival et voir les différentes formes et tailles de festival, les espaces dans lesquels ils se développent, les types de partenariats qu'implique un festival et comment l'événementiel, en se pérennisant, vient travailler la politique culturelle de l'intérieur, la redéfinir, sortir des murs, re-rentrer dans les murs, être dans la saisonnalité, dans l'événement. Voilà, tout ça, c'est des questions de temporalité et de lieu qu'on a pu prolonger ce matin en s'intéressant plus à l'urbanisme. On était un peu plus loin de la thématique des festivals, mais il n'empêche qu'on était toujours dans cette question de où on est, pendant combien de temps et avec qui. Et cette mobilité de l'art urbain dans les espaces et dans le temps, elle est propre au festival, mais pas que. Elle est peut-être que finalement entrée par les festivals, ça nous permet de parler de l'art urbain un peu autrement. Et puis là, aujourd'hui, cet après-midi, en se focalisant sur les territoires ruraux, on voit encore d'autres types d'espaces, d'autres types d'acteurs et de problématiques très intéressantes. Je pense qu'il y aura de ces réflexions beaucoup de choses qui vont germer dans nos têtes à tous et toutes, et puis j'imagine qu'il y aura des suites. Je note quand même deux thématiques absentes, il faut faire un peu son autocritique, mais il y a deux types d'acteurs dont on a finalement un peu moins parlé. La première, c'est les artistes. On n'a pas vraiment donné la parole à des artistes, et c'est vrai que ça serait intéressant de voir quelle place prennent ces projets, à la fois dans l'évolution des pratiques créatives, l'évolution des esthétiques et la déclinaison de différentes méthodes en fonction des lieux, en fonction des temporalités, en fonction des contraintes. Tiens, qu'est-ce que je fais dans un festival? Qu'est-ce que je fais autour d'un mur à programmation? Qu'est-ce que je fais dans mon atelier? Et puis des économies de la profession artistique, puisque c'était quand même le point de départ, les festivals comme espace de professionnalisation des artistes et des intermédiaires, des interfaces, comme tu l'as dit, Elsa, tout à l'heure. Professionnalisation des artistes, quelle place tiennent ces lieux, ces espaces dans l'économie de cette professionnalisation? Qu'est-ce qu'ils en retirent? Des retours, de la monnaie sonnante et trébuchante, des rencontres, des retours symboliques, et voilà, qu'est-ce qu'ils en font? Moi, j'aurais envie d'en savoir plus et d'interroger des artistes qui réagissent un peu à ce qu'on s'est dit aujourd'hui et pourquoi ils vont dans un territoire rural, etc. Et puis, les autres grands absents, c'est toujours un petit peu la difficulté quand on fait du travail dans l'espace public, vous l'avez dit, et des événements gratuits, c'est les publics. Qui sont-ils? Qui sont-elles? Combien? D'où viennent-ils? Quels âges? Quelles catégories sociales? Et quels liens font-ils entre l'expérience d'un festival et le développement de leurs pratiques culturelles ou de leur vie culturelle? Est-ce que les publics des festivals d'art urbain sont des gens qui entrent dans la consommation culturelle, qui découvrent la culture par l'art urbain? Est-ce que c'est des gens qui sont déjà rodés aux institutions culturelles et qui élargissent leur panel d'activités culturelles? Et puis qu'est-ce qu'on y fait? En fait, qu'est-ce qu'on y gagne? À quoi ça sert d'aller à un festival d'art urbain quand on est un public? Alors, on va écouter un concert, on va faire la fête, on va rencontrer d'autres gens, on va rencontrer des artistes, on va découvrir d'autres trajectoires possibles. Quand on rencontre un artiste, souvent c'est des trajectoires de vie un petit peu différentes. On va rencontrer d'autres catégories d'acteurs, cette fameuse mixité. Voilà. Qu'est-ce que ça nous apporte d'aller dans un festival? C'est vrai que ça, en quoi ça nous marque aussi dans notre trajectoire d'individus, de citoyens, dans notre socialisation. Donc ça, c'est des questions qui sont encore tout un autre champ, mais la question des publics, des festivals et des événements culturels est quand même très importante, puisque vous avez toutes et tous beaucoup d'ambition, vous démenez bénévolement, plus ou moins vous salariant comme vous pouvez. Bon,
et pourquoi finalement. Donc peut-être pour la suite, moi ce que je retiens là de cette fin, c'est 2 interrogations sur les artistes, les publics, qu'est-ce que ça leur apporte, qu'est-ce qu'ils en font, et du coup il n'y a plus qu'à organiser une autre journée pour en parler. Merci à toutes et à tous, et puis bonne fin de week-end.